Alors bonsoir à tous et bienvenue à cette rencontre autour du petit livre, nouveau petit livre de Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère, Les droits de l'homme rendent-ils idiots, qui est ici, qui a été publié dans la collection La République des idées au Seuil. Alors je commence d'abord par vous présenter les excuses de Justine Lacroix, qui devait être là ce soir, mais qui est retenue à Bruxelles pour des raisons familiales. Elle a un enfant malade et voilà, qui a vraiment besoin que sa maman reste auprès d'elle, mais auprès de lui en l'occurrence. Mais elle était tout à fait désolée de ne pas être avec nous ce soir, voilà, et me chargeait de vous le dire. Mais on est quand même très heureux d'accueillir Jean-Yves Pranchère qui va être là pour deux. Sachant donc que Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère sont tous les deux professeurs à l'Université libre de Bruxelles et que ce petit livre, Les droits de l'homme rendent-ils idiots, propose en fait une synthèse, un prolongement et une synthèse de leurs travaux précédents déjà menés ensemble. Et je pense ici surtout au livre Le procès des droits de l'homme, généalogie du scepticisme démocratique, qui était paru au Seuil en 2016. Alors pour nous à la revue Esprit, voilà, ces travaux naturellement nous intéressent et depuis le début, et ça s'inscrit cette réflexion dans le prolongement d'un numéro qu'on avait fait paraître en juin 2017, La bataille des droits de l'homme, où je crois qu'on partait du constat, comme Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère dans l'introduction de leur livre, qu'on vit un moment de régression démocratique et qu'il y a bien une bataille à mener si on ne veut pas qu'une certaine pensée des droits de l'homme soit emportée dans la tourmente. Et dans ce numéro, La bataille des droits de l'homme, il y avait un entretien déjà avec Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère intitulé « Pour une politique de l'égale liberté ». Et je dirais encore que ça se situe dans le prolongement aussi du numéro double sur l'actualité de la pensée de Claude Lefort qui était paru en janvier-février dernier, L'inquiétude démocratique, qui a été coordonné par Justine et Jean-Yves, et dans lequel on retrouve... Voilà, on retrouve la signature, en tout cas, de Jean-Yves Pranchère dans ce numéro. Numéro qui a été notre grand succès de l'année, et je le souligne parce que c'était vraiment une source de satisfaction, puisqu'on voulait s'intéresser à l'actualité de la pensée de Claude Lefort, de voir que c'est un des numéros de l'année qui a visiblement le plus intéressé. Alors, je ne voudrais pas m'aventurer à résumer un livre qui est déjà en quelque sorte un effort pour résumer un travail au long cours que vous avez mené sur la critique des droits de l'homme. Mais ce que je peux dire en revanche, c'est que en guise de résumé, c'est un petit livre très clair et très synthétique où on comprend beaucoup de choses et où on arrive à démêler un certain nombre d'arguments qui sont souvent mêlés et confus. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Donc le travail, le petit livre est très clair et synthétique, non seulement dans le travail de déconstruction d'une certaine critique des droits de l'homme, dont vous montrez très bien que cette critique est aussi ancienne que la Déclaration des droits de l'homme elle-même, enfin que la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme, et qu'on peut en remonter la filiation relativement aisément jusqu'à la pensée contre-révolutionnaire, Joseph de Maistre ou Louis de Bonald, par exemple. Mais le travail aussi que vous faites dans ce livre, en miroir, il me semble, c'est un travail pour expliquer ce que sont ou ne sont pas les droits de l'homme. Un travail pour démêler la question aussi droit et politique. Est-ce que si on fait du droit, on est forcément anti-politique? Donc est-ce que les droits de l'homme sont plutôt un cadre de pensée plutôt qu'une énumération de droits positifs? Est-ce qu'ils sont une aspiration, un idéal, plus qu'une réalité concrète? Et cela vous vaut dans le livre d'expliquer que la pensée des droits de l'homme peut parfois être dévoyée, banalisée, caricaturée, instrumentalisée, mais qu'il y a justement lieu d'en débattre, qu'il y a lieu de débattre des interprétations qu'on donne des droits de l'homme en général, de tel ou tel droit en particulier,
des conflits entre les droits, de l'architecture ou de la hiérarchie des droits. C'est tout ça la pensée des droits de l'homme. C'est aussi la possibilité de débattre du légitime et de l'illégitime. Et ça n'invalide pas cette pensée, bien au contraire. C'est là qu'on est dans une forme de vérité par rapport à cette pensée. Alors le livre est une synthèse, et une synthèse très claire, mais c'est aussi, je crois, un livre d'intervention dans lequel vous prenez clairement position contre un certain type de pensée critique des droits de l'homme ou contre un certain type d'argumentation politique qui vous semble non seulement discutable sur le plan théorique, et vous en discutez sur le plan théorique, mais aussi néfaste sur le plan pratique et sur le plan politique, puisque, je reviens à mon point de départ, le livre s'enracine dans ce constat de notre paradoxe très contemporain. C'est au moment même où on voit reculer partout les droits de l'homme, en pleine période de régression démocratique, qu'il se trouve un certain nombre de penseurs et d'intellectuels pour nous expliquer que le danger qui nous guette, ce qui nous menace, ce qui défait nos sociétés démocratiques, c'est un excès de droit. Donc le livre, je crois, trouve sa raison d'être là. Et partant donc de ce que vous rappelez en introduction, donc je voudrais vous poser 3 questions assez ouvertes, ce qui va nous permettre d'avoir un échange pendant une trentaine de minutes peut-être. Et puis ensuite, bien sûr, on ouvrira aux questions de toute l'assistance, toutes les questions qui se présentent. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est que vous prenez soin, en fait, de distinguer 3 familles d'arguments, 3 familles de critiques des droits de l'homme. La première ligne d'argumentation accuse plutôt les droits de l'homme de marcher main dans la main avec le néolibéralisme, voire d'en être complice, voire d'en être un fauné. Et on pense ici par exemple à Michéa que vous citez assez vite dans le livre. Donc ça, c'est le chapitre que vous avez intitulé « Les droits de l'homme nous obligent-ils à bénir le capitalisme ?» Donc c'est cette première ligne de critique, droits de l'homme, néolibéralisme. Il y a une deuxième ligne de critique qui fustige surtout l'individualisme de la société moderne, l'incivisme, la perte de l'autorité. Et là encore, ce sont les droits de l'homme qui seraient fautifs de tous ces maux contemporains. Et ce chapitre s'intitule « Le sujet de droit est-il un mufle ?» La troisième ligne d'argumentation, et il me semble que c'est à la fois la plus substantielle, la plus subtile parfois, et peut-être la plus importante à combattre aussi, finalement, c'est l'argument qui voudrait que les droits de l'homme conduisent à une dépolitisation et donc qui serait presque en eux-mêmes antidémocratiques, ce qui pour vous est un contresens complet. Et ce chapitre s'intitule « Les droits de l'homme font-ils de nous de mauvais citoyens ?» Alors, je vais vous laisser en dire un peu plus et un peu mieux que moi sur ces 3 familles d'argumentation. Mais je voulais vous interroger sur ce qu'elles ont en commun déjà pour moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à travers les droits de l'homme, on s'en prend aux droits de l'homme, mais c'est par association ou par procuration. Parce que derrière les droits de l'homme, c'est autre chose qu'on ressent le besoin d'attaquer et d'attaquer vigoureusement. Donc le libéralisme anglo-saxon, par exemple, ou la pensée 68, la culture du narcissisme. Et dans le dernier cas, et là encore ça me paraît un peu plus subtil, une pensée de la société ouverte à laquelle s'oppose, si on veut être cohérent, la vision d'une communauté politique homogène qui ne serait plus travaillée par des divisions et des différences internes. Voilà, donc à chaque fois, c'est par association ou par procuration, mais c'est pas vraiment aux droits de l'homme qu'on en a. Oui, absolument. Merci beaucoup pour l'invitation d'abord. Et puis je vais tout de suite ajouter que je regrette beaucoup que Justine Lacroix ne soit pas là. Parce que du coup, si je dis des bêtises, elle ne sera pas là pour me rectifier. Et donc, je souhaite souligner que je prends seul la responsabilité des bêtises qu'on va dire. Mais le reste, c'est notre travail collectif. Voilà. Donc ça, c'était le premier point que je voulais souligner. Alors oui, effectivement,
il y a plusieurs choses dans notre défense des droits de l'homme. Alors, c'est plus un prolongement qu'un résumé du précédent, en fait, hein, parce que c'est plutôt un chapitre qui n'était pas dans le précédent et un chapitre qu'on n'avait pas fait, qui aurait consisté finalement à montrer comment les critiques classiques des droits de l'homme hantaient les critiques contemporaines. Et donc là, nous avons décidé d'intervenir dans le débat public en prenant position beaucoup plus nettement que nous l'avions fait dans le livre où nous avions tout de même un vrai souci généalogique, un vrai souci de charité interprétative qui nous guidait. Donc ce livre-là est sans doute moins charitable de ce point de vue-là. C'est davantage un livre d'intervention pour défendre les droits de l'homme contre les critiques qui les visent. Donc, je dirais deux choses pour rebondir sur votre présentation tout à fait impeccable. Avant d'en venir à la question de savoir qu'est-ce qui est critiqué par procuration à travers les droits de l'homme, une des choses qui nous a beaucoup frappé en lisant toute cette littérature abondante de gauche et de droite qui critique les droits de l'homme et qui a de vrais succès éditoriaux depuis déjà un certain temps, et pas seulement en France d'ailleurs, c'est l'absence de distinction entre les différents registres ou les différents domaines que recouvraient les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne fait aucune différence entre une idée de la légitimité démocratique, qui est celle des droits de l'homme, sur les droits de l'homme au sens où les avait théorisés Claude Lefort, justement, comme vous l'avez dit, quand il les pensait dans un lien profond avec ce qu'il appelait l'indétermination démocratique. Hein, lorsqu'il expliquait que ce qui fonde la démocratie, disait-il, c'est la légitimité d'un débat sur le légitime et l'illégitime, un débat qui est imprévisible et sans terme, et dont paradoxalement les droits de l'homme sont politiquement la détermination, puisque les droits de l'homme sont la formulation de l'ensemble des droits qui assurent la liberté et l'égale participation de tous à ce débat sur la légitimité. Ce qui fait que l'indétermination démocratique, pour reprendre l'expression de Merleau-Ponty, n'était pas totalement déterminée. Il y a une sorte de détermination de l'indéterminé et qui est fournie par les droits de l'homme comme idée politique, c'est-à-dire comme idée finalement des droits qui sont absolument consubstantiels à un espace démocratique, qui est un espace d'interlocution et qui, à ce titre, est un espace d'égale liberté. Ça, c'est, je pense, l'idée que nous retenons véritablement de Lefort et qui explique pourquoi Lefort a toujours insisté sur le fait que les droits de l'homme n'étaient pas des droits individuels, mais étaient d'abord les droits de l'espace social démocratique. Voilà. Bon, donc ça, c'est un premier sens des droits de l'homme. Mais il est clair que finalement, ce sens-là n'est pas épuisé par les déclarations. Et donc, il y a d'autres niveaux des droits de l'homme. Il y a les droits de l'homme tels qu'ils sont déclarés, dans des déclarations qui, par exemple, peuvent faire partie du bloc de constitutionnalité, dans des conventions comme la Convention européenne des droits de l'homme, dans des traités internationaux, etc. Et ça, c'est un autre registre. C'est-à-dire, on pourrait très bien imaginer, après tout, quelqu'un qui serait très insatisfait par les choix terminologiques des différentes déclarations, des différentes conventions, et qui les critiquerait, mais sans renoncer pour autant, sans considérer qu'il faut pour autant critiquer les droits de l'homme, qui considérait que non, il s'agit d'affiner la définition des droits. Puis il y a un troisième niveau qui est la jurisprudence de ces cours. Et jurisprudence qui d'ailleurs est sujette à variation, et qui là aussi peut faire l'objet de critiques. On peut justement intervenir critiquement en attaquant tel revirement juridictionnel, jurisprudentiel, pardon. Voilà, enfin, et ici se greffe d'ailleurs un autre type de critique qui est encore indépendant, qui est ce qu'on appelle la critique du gouvernement des juges, etc., mais qui n'est pas consubstantiellement une critique des droits de l'homme. C'est après tout la question de savoir, même la question de savoir si la conformité d'une loi aux droits de l'homme doit être jugée par une cour ou à la limite par un parlement. Je pense ici à la Suisse qui a tendance à considérer que le contrôle constitutionnel se fait par le Parlement. C'est une question dont on pourrait débattre, mais enfin, ça ne suppose pas qu'on attaque
l'idée même des droits de l'homme, ni même l'idée des déclarations. C'est une question jurisprudentielle. Et puis il y a un quatrième domaine qui est, j'ai envie de dire, les droits de l'homme tels qu'on en parle dans la rhétorique de l'espace public, dans l'espace médiatique, et où effectivement les droits de l'homme font l'objet de toutes sortes d'abus de langage, aussi bien de la part de ceux qui les attaquent et qui mettent dessous un peu n'importe quoi, que de ceux qui parfois les revendiquent et mettent dessous des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'idée des droits de l'homme selon une des trois articulations précédentes. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est un premier point. Et alors, ce premier point, il implique, à notre avis, une conséquence assez importante qui est immanente à la démocratie. Hein, on critique Marcel Gauchet dans le livre, mais Marcel Gauchet avait très bien montré dans son article sur l'histoire de la droite et de la gauche dans les lieux de mémoire, et Cécile Laborde a repris finalement, a retrouvé la même idée dans son livre récent Liberalism Religion. Et il avait souligné que, d'une certaine façon, la représentation gauche-droite était immanente à la démocratie et qu'elle avait cet effet démocratisant, si on peut dire essentiel, qu'elle obligeait chacun à se penser comme situé dans un espace qui est celui de la droite et de la gauche, ce qui signifie qu'on assume un pluralisme. En tant qu'on est démocrate, à la fois on veut se situer dans une position de l'espace droite-gauche, et en même temps on accepte qu'il y ait une droite et une gauche, même on souhaite qu'il y ait une droite et une gauche. Bon, alors ce qu'on aimerait, c'est que la démocratie soit ce régime où la compétition de la gauche et la droite rend la gauche et la droite toujours plus intelligentes. On n'en est pas exactement là aujourd'hui, mais enfin c'est ce que devrait être idéalement la démocratie. Mais donc on est obligé de faire cette double opération mentale qui est penser la défense d'un espace dans lequel il y a la droite et la gauche et se situer dans cet espace. Et il en est un peu de même pour les droits de l'homme. C'est-à-dire que la défense des droits de l'homme se fait en fait sur deux terrains. D'une part, la décision de défendre les droits de l'homme comme les conditions de l'espace social démocratique et de l'espace qui nous permet de nous entendre dans nos désaccords. Et en même temps, la défense des droits de l'homme doit prendre la forme des choix politiques que l'on va faire selon les politiques que l'on considère les mieux adaptées pour la défense des droits de l'homme. Et ici, nous aurons aussi bien, j'ai envie de dire, des désaccords légitimes entre des versions libérales des droits de l'homme, des versions socialisantes des droits de l'homme. Nous aurons aussi, mais c'est absolument normal parce que c'est immanent à l'espace de la démocratie, des instrumentalisations, des usages stratégiques dont la bonne foi sera douteuse, et ainsi de suite. Voilà. Alors ça, je dirais, ça c'est le premier point qui nous semble assez important finalement pour remettre un peu de l'ordre dans les débats et qu'on sache, quand on critique les droits de l'homme, qu'est-ce qu'on critique exactement et à quel niveau de l'articulation juridico-politique de la démocratie on se situe. Bon. Et ensuite, alors, il y a effectivement ces trois grands thèmes critiques que nous avons retrouvés et qui, bizarrement d'ailleurs, circulent parfois entre la gauche et la droite, puisque, telle qu'elle est reformulée par Michéa, par exemple, l'idée d'un lien entre droits de l'homme et néolibéralisme connaît aussi un grand succès dans des cercles de droite qui, pourtant, par le passé, n'avaient jamais manifesté un grand attrait pour les critiques marxistes des droits de l'homme, ou pour la critique que pouvait en proposer un Deleuze qui disait à peu près la même chose. Alors, je dirais que le point commun entre les trois critiques, malgré toutes leurs différences, le point commun, c'est d'abord certainement une réduction des droits de l'homme à la figure des droits de l'individu tout-puissant. C'est-à-dire, il y a cette idée que qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme? Ben, ce sont les droits de l'individu. Et ce sont les droits de l'individu auxquels on, comme le dit Pierre Manant dans son dernier livre Contre les droits de l'homme, auxquels on donne le droit d'être tout ce qu'il veut être. Une formulation qui est introuvable dans les déclarations et dans les jurisprudences, qui désigne vraiment un imaginaire. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est aussi un point qui nous a frappé, très souvent quand on lit ces critiques des droits de l'homme, elles ne s'intéressent pas du tout en fait à l'histoire réelle des droits de l'homme et non plus à l'histoire jurisprudentielle. C'est-à-dire, elles ne s'intéressent pas tellement aux usages politiques des droits de l'homme, un peu, mais pas tellement, et elle ne s'intéresse pas du tout à l'histoire juridico-politique des droits de l'homme. On voit très souvent d'ailleurs que ces critiques, par exemple, prennent la forme de grandes constructions téléologiques, de grandes généalogies des droits de l'homme, où finalement la critique des droits de l'homme, c'est très frappant chez quelqu'un comme Pierre Manant, par exemple, mais c'est vrai aussi chez Michéa, est remplacée par la critique de Locke et de Hobbes. Hein, et de ce qu'on avait appelé l'individualisme possessif. Bon.
Or, ni Locke ni Hobbes ne parlent de droits de l'homme. Il y a ici véritablement une profonde indifférence à ce que signifie l'apparition tardive du syntagme droit de l'homme, son succès à la fin du XVIIIe siècle, le caractère finalement de discontinuité ou de point zéro de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui a bien des égards une invention conceptuelle originale qui est produite par son contexte insurrectionnel et d'autre part par l'invention conceptuelle collective que suscite la nécessité de passer des compromis entre des personnes qui ont en réalité des conceptions tout à fait opposé de la liberté individuelle, par exemple. Voilà. Donc tout cet élément-là est sous-estimé. Donc je dirais c'est le premier geste, c'est on assimile les droits de l'homme aux droits de l'individu en oubliant de nouveau ce que des gens comme Lefort avaient souligné, à savoir le lien des droits de l'homme à l'existence même d'un espace social démocratique et, comme le disait Lefort également, à l'émergence de la société en tant que société. C'est un point que Lefort a souligné, à mon avis, très fortement, à savoir que l'émergence des droits de l'homme, elle est solidaire du moment où la société se pense elle-même en tant que société. Et alors, le deuxième geste, à partir de là, c'est de réduire l'individu à une de ses figures. Et ici, je dirais que l'ombre du néolibéralisme, alors il faudrait s'entendre sur ce terme qui pose de grandes difficultés, mais on va prendre la définition du néolibéralisme que donne le livre tout récent de Niklas Olsson, pas encore traduit en français, le consommateur souverain. L'idée de la souveraineté du consommateur, ce qui fait que finalement le seul vrai lieu de la démocratie est le marché et la souveraineté du consommateur. Bon. Et en fait, on se focalise alors sur une figure quand même extrêmement réduite et extrêmement appauvrie de l'individu, qui est justement le consommateur souverain. Mais figure qui, comme telle, n'est pas présente dans la déclaration des droits de l'homme, puisque même dans leur dimension, disons, la moins sociale, celle de l'affirmation du droit de propriété, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, les droits de l'homme sont, dans leur version libérale au moins, centrés sur les droits du propriétaire, mais pas sur l'idée de quelque chose comme un consommateur souverain agissant sur un marché. Et alors, cette réduction de l'individu, non pas à la figure de d'individualité épanouie et dont l'épanouissement est garanti par la protection de droits fondamentaux qui sont des droits en même temps de l'espace social démocratique. Cette figure-là de l'individu, elle permet effectivement de présenter l'individu en question comme étant solidaire du libre marché. C'est quelqu'un qui n'agit que en tant que consommateur. Deuxièmement, solidaire d'une certaine forme d'incivilité, puisque c'est un individu qui ne fait que calculer et qui donc n'est pas intéressé à préserver les formes du respect d'autrui, autrui n'étant pour lui au mieux qu'un partenaire dans un échange et au pire qu'un gogo à duper ou à exploiter, si j'ose dire. Et troisième point, elle est solidaire d'une dissolution du corps politique, puisque une collectivité de citoyens ne peut pas être la même chose qu'une dispersion de consommateurs. Voilà. Donc je dirais que c'est ça le point d'unité. Mais ce qui est extrêmement problématique là-dedans, c'est précisément que ça suppose que les droits de l'homme et du citoyen aient quelque chose à voir avec la figure de la souveraineté du consommateur. Or, ce point est extrêmement douteux. Alors, il est douteux théoriquement d'abord parce que tous les grands théoriciens néolibéraux de la souveraineté du consommateur sont des ennemis des droits de l'homme, dont ils pensent du mal, dont ils pensent qu'ils ne font que nourrir justement la demande des droits sociaux qui fait peser sur le marché une charge insupportable. Et donc on assiste à ce paradoxe du coup que la plupart des critiques des droits de l'homme de gauche ou de droite aujourd'hui qui dénoncent les droits de l'homme au nom en les identifiant au néolibéralisme utilisent en fait contre les droits de l'homme la critique néolibérale la plus classique, à savoir que les droits de l'homme rendent les sociétés de marché ingouvernables en incitant les populations à trop demander en termes de droits sociaux. Bon.
Alors, avec le deuxième paradoxe qui est que cette critique est d'autant moins vraisemblable qu'elle surgit dans un moment de recul de droits sociaux. De sorte qu'il est très étrange d'utiliser une critique de la prolifération, une dénonciation de la prolifération des droits sociaux dans un moment d'élitement de l'État social. Et donc on voit aussi quel est le point, qui est que le souverain consommateur défait le corps politique. Mais ici, notre réponse consiste à dire que les droits de l'homme ne sont pas cela. Les droits de l'homme sont un principe de composition des libertés sous la règle de l'égalité. Alors, bien sûr, comme l'a dit Gaucher, les droits de l'homme ne sont pas une politique, ne serait-ce que parce qu'ils en autorisent plusieurs. Et que la question qu'ils ouvrent est celle de la politique qu'on va mener en les prenant comme boussole. Donc il ne s'agit pas de contester qu'ils ne sont pas une politique. Mais ils sont politiques. Puisque justement, ils définissent une exigence politique. Alors il y a parfois cette critique, enfin c'est très étrange, mais les droits de l'homme font parfois l'objet d'une double critique. D'un côté, on leur reproche finalement de vouloir mécaniser la politique. Comme si l'énoncé des droits de l'homme impliquait un type de politique. Et donc c'est ça l'idée de la dépolitisation. On dit, du moment qu'on est sous la règle des droits de l'homme, nous sommes dépolitisés parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que mettre en œuvre les droits de l'homme. Et puis en même temps, on leur reproche de ne pas nous donner, un principe politique qui pourrait nous guider. Alors, la position que Justine Lacroix et moi tenons consiste à dire, mais cela revient à demander aux droits de l'homme ce pourquoi ils ne sont pas faits. C'est-à-dire que d'abord, il est faux que l'application des droits de l'homme soit mécanique. La preuve, nous ne cessons de nous disputer sur ce que les droits de l'homme impliquent comme décision concrète en termes légaux ou politiques. Donc les droits de l'homme ne sont pas là pour nous dicter une politique, ils sont là véritablement pour compliquer notre décision politique par la prise en compte de la règle de l'égalité des libertés. Voilà. Et on ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre qu'ils compliquent l'existence tout en les accusant de la simplifier. Ils sont simplement un des paramètres fondamentaux de la délibération démocratique. Et d'autre part, ils ne nous privent absolument pas, je dirais, de l'idée du commun. Simplement, ils soumettent l'idée du commun à cette règle de l'égalité des libertés. À charge pour nous de faire de la politique. Donc, vous voyez, donc notre position consiste à dire, ils ne sont pas une politique, mais ils sont absolument essentiels à la définition du champ dans lequel se posent pour nous les problèmes politiques qu'aucune idée inscrite dans le ciel ne réglera à notre place. Je ne sais pas si ça répond assez aux trois questions, mais enfin à la question sur les trois familles, mais oui. Très bien, et puis on aura peut-être d'autres questions tout à l'heure, mais pour moi, ça répond extrêmement bien. Alors, je voulais vous interroger maintenant sur quelque chose que vous avez déjà dit, qui était que ces critiques qu'on entend sur les droits de l'homme ne sont ni de droite ni de gauche, ou plutôt elles sont et de droite et de gauche. Et ça n'est pas seulement en raison des personnalités qui portent ces critiques, mais aussi plus fondamentalement en raison du jeu de référence auquel elles font appel, donc soit explicitement, soit de façon plus souterraine. Et donc ça, c'est le travail de généalogie que vous aviez conduit dans le procès des droits de l'homme, de telle sorte qu'on peut remonter la critique jusqu'à Burke ou Joseph de Maistre, mais aussi jusqu'à Bentham. Et puis... donc on peut remonter cette critique à des références qui sont déjà diverses, peut-être parfois dans une certaine confusion. Et en revanche, on insiste aussi à un retournement, c'est-à-dire que ces critiques anciennes des droits de l'homme se faisaient plutôt contre la démocratie. C'était aussi des critiques du principe démocratique. Alors qu'aujourd'hui, on a assisté à un retournement qui fait qu'on critique les droits de l'homme au nom de la démocratie. Et ici, vous avez des pages très claires, page 72 très précisément, où vous insistez sur l'influence de Carl Schmitt, à droite comme à gauche, et en fait sur la puissance d'attraction aujourd'hui de théories antilibérales de la démocratie. Et donc vous dites, les critiques des droits de l'homme aujourd'hui, elles oscillent entre Schmitt et Rousseau, sans qu'on puisse décider.
Voilà, et avec tous les pièges conceptuels, pratiques, politiques que ça sous-entend. Donc entre Schmitt et Rousseau, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, ça va être un peu. Il faut que je trouve le moyen de dire des choses qui ne soient pas trop longues et pas trop compliquées. Alors, pour faire le lien avec votre précédente question, je dirais que le premier élément, c'est qu'il y a dans ces critiques des droits de l'homme un accent très fort qui est mis finalement sur la notion de la communauté. Et cet accent qui est mis sur la notion de la communauté, alors sous-entendu la communauté nationale, cet accent qui est mis sur finalement un primat de la communauté nationale permet de comprendre une très grande bizarrerie des critiques des droits de l'homme, qui consiste à attaquer, comme si c'était la même chose, des phénomènes qu'on pourrait appeler hyper-individualistes et des phénomènes qu'on qualifie de communautaristes. C'est très frappant. Parmi les dangers des droits de l'homme, on va vous citer pêle-mêle les musulmanes voilées, les transgenres, les consommateurs incontrôlés, etc. Ce à quoi on a envie d'objecter, mais enfin, ce sont des phénomènes qui n'ont strictement rien à voir. Et quelqu'un qui demande le droit de pratiquer sa religion n'est pas en train d'agir dans une logique individualiste effrénée et dans un refus du commun. Voilà, donc bon. Et je pense que cette bizarrerie s'explique si on admet qu'il y a finalement derrière ces critiques des droits de l'homme l'idée que les droits de l'homme sont une menace pour une existence communautaire digne de ce nom. Et alors du coup, on comprend la possibilité d'une dispersion de cet argument entre la gauche et la droite. C'est-à-dire que selon que la communauté sera pensée finalement comme une sorte de, comme c'est le cas chez Michéa par exemple, de communauté socialiste frugale, gérant le commun dans une décence des mœurs partagée, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui correspond assez bien à ce que Marx appelait, une sorte de mixte entre ce que Marx appelait le socialisme réactionnaire et ce qu'il appelait le socialisme petit bourgeois, une sorte de formation intermédiaire entre les deux. Selon que la communauté sera pensée comme une communauté sociale ou qu'au contraire, elle sera pensée comme une communauté nationale et que la nation sera pensée d'une manière plus ou moins identitaire, pouvant aller jusqu'à l'ethnique, on va avoir une répartition des positions politiques. Mais je pense que le nœud, le point commun va être l'argument communautaire. Je pense qu'il y aurait ici un auteur qui nous présente un paradoxe très frappant. Par exemple, ce serait Régis Debray, qui propose une sorte de version jacobine, alors ce qui est très étrange, de la critique des droits de l'homme, alors que les jacobins ont été au contraire peut-être des militants intempérants, des droits de l'homme, et qui propose finalement une sorte de défense de la République jacobine, mais qui est reformulée en fait dans la pensée, dans le lexique de Maistre et de Burke. C'est-à-dire que la République doit se fonder sur le sens d'une sacralité profane, ce qu'il appelle l'axiome d'incomplétude, l'ouverture sur une transcendance, c'est la thèse la thèse classique des contre-révolutionnaires, l'insistance sur les mythes collectifs, sur les phénomènes d'affiliation, etc. Et donc on a une sorte de républicanisme qui se pense dans les termes d'une pensée communautarienne et qui, de ce point de vue-là, est en porosité complète, en fait, de façon très intéressante, avec des thèmes contre-révolutionnaires. Bon, il y a quelque chose de barrésien là-dedans, en fait, dans la mesure où Barrès est, justement, par fidélité à la tradition historique, est devenu républicain, parce que, disait-il, la Révolution française est constitutive de l'identité française, et je ne peux pas en faire abstraction. Alors, je dirais, voilà, ça, c'est l'élément. Et alors, ici, l'oscillation entre Rousseau et Schmitt. Alors, pourquoi cette double référence à Rousseau et Schmitt? D'abord parce qu'il y a une façon de lire Rousseau qui peut le tirer du côté d'une pensée de la communauté nationale.
C'est-à-dire que il y a une façon de lire Rousseau, alors mais qui n'est pas fidèle à Rousseau, mais qui n'est pas intenable et qui est congruente avec en particulier certains textes difficiles du livre 4 du contrat social ou certains passages de l'Émile, et qui consiste finalement à penser le primat de la volonté générale sans le contrat social. Et finalement à considérer que ce qui est l'objet du contrat social, c'est-à-dire malgré tout la préservation de droits égaux des individus, est finalement absorbé dans cette idée d'une volonté générale. Et donc on assiste finalement à des... on voit des discours qui se disent républicains, mais qui sont en fait traversés par une espèce de tension tout à fait fondamentale, qui est que justement, ils ne parviennent pas à tenir l'articulation du contrat social et de la volonté générale. Alors la volonté générale ne peut pas exister sans contrat social, donc on ne peut pas être schmittien. Mais en même temps, on tend à penser la volonté générale d'une telle manière qu'elle annule finalement le contrat social qui lui donne sa structure logique. Alors cette tension d'ailleurs, du coup, elle explose dans les débats sur la laïcité, parce que la plupart des défenseurs de la laïcité en France pensent la République sur le modèle rousseauiste. Or, il suffit de lire le dernier chapitre du contrat social pour voir que dans le contrat social de Rousseau, il faut une religion civile, et qu'il y a deux catégories de personnes qui doivent être exclues de la cité, qui sont les athées et les catholiques. Et donc on a un modèle, ah oui, c'est ce que dit Rousseau, il le dit textuellement. Hein, quiconque dit hors de l'Église point de salut doit être chassé. Quant aux athées, ils ne sont pas permis, puisque justement, ils n'ont pas la foi civique nécessaire. Bon. Et là, je pense qu'il y a une tension de fond, enfin, là, il faudrait vraiment l'analyse, c'est une tension de fond qui est que, pas tous, hein, mais un certain nombre de défenseurs de la laïcité en France pensent la laïcité sur le modèle de ce que Rousseau appelle la religion civile. Or, la laïcité est le contraire de ça, ne serait-ce que parce qu'en fait, historiquement, la laïcité est dans la mesure où elle est un compromis, elle est un mode d'entente qui a été passé entre des athées et des catholiques, en fait. C'est-à-dire dans un pays où, justement, il n'y avait pas le consensus protestant qui caractérisait les pays anglo-saxons, et où il a fallu trouver un mode d'entente entre des incroyants et des catholiques. Bon. Alors, donc ça, c'est le premier élément. Alors maintenant, à côté de ça, l'intérêt de Schmitt. Quelle est la force de Schmitt? Alors, Schmitt le dit textuellement dans certains textes. Hein. Schmitt produit d'ailleurs des éloges des Jacobins, tout contre-révolutionnaires qu'ils soient, mais parce qu'il pense que les Jacobins ont parfaitement compris la nécessité de l'hostilité dans la politique. Et d'autre part, quand il commente Rousseau, Schmitt dit le contrat social et la volonté générale sont en contradiction. Et donc il propose une pensée de la démocratie qui déconnecte la volonté générale de tout contrat social et qui va rapporter la volonté générale dès lors à une identité partagée. Et une identité dont Schmitt ne cache pas qu'elle se constitue dans le creuset de l'hostilité. C'est-à-dire dans l'identification de l'ennemi. Et Schmitt est très clair là-dessus, hein, finalement. Et c'est pour ça que Schmitt, d'ailleurs, peut être partagé à gauche comme à droite. Schmitt est très clair sur le fait que la question de savoir ce autour de quoi se fait l'identité et se constitue l'hostilité est une question ouverte. L'identité politique peut investir n'importe quel contenu. Religieux, non religieux ou autre. L'essentiel est qu'une identité se constitue dans l'identification d'un ennemi. Et dès lors, Schmitt admet très bien qu'il puisse y avoir des figures de la communauté démocratique qui ne seront pas du tout les figures que lui il souhaite. Et il en donne des exemples. Lénine, Cromwell, enfin, des gens contre qui il est en guerre. Hein, contre qui il est en guerre, mais dont il reconnaît qu'ils ont parfaitement compris et pensé ce qu'était une communauté politique et son organisation autour d'une identité vectorisée, on va dire, par une hostilité. Et c'est-à-dire ce qui permet la constitution d'une communauté en tant que communauté. Bon. Et par exemple, Schmitt considère que justement la démocratie peut tout à fait se réaliser dans la dictature. Pour lui, il est clair que Cromwell, Mussolini, Lénine
sont des exemples de leaders démocratiques et que donc, quand ils se présentent comme des défenseurs d'une démocratie authentique contre la démocratie libérale, il ne faut pas raconter qu'ils disent des bêtises, il faut les prendre très au sérieux, hein, pour Mussolini et Lénine. C'est vraiment ce qu'ils sont. Ils représentent l'énergie populaire qu'ils incarnent dans un leader et ils font exister un peuple qui n'existerait pas sinon, auquel ils donnent une volonté, dont ils portent la volonté, donc qu'ils représentent de manière identitaire, pas par délégation de pouvoir, ce pourquoi ils font l'objet d'une acclamation populaire. C'est pourquoi, dit-il, il y a beaucoup plus, enfin, pourquoi dit Schmitt, il y a beaucoup plus d'énergie démocratique chez Mussolini ou chez Lénine que dans les mécanismes anonymes du gouvernement représentatif. Bon. Alors, les ennemis de Schmitt, par ailleurs, sont tout à fait connus. Hein, c'est bien parce que ses ennemis sont d'abord les juifs et les communistes qu'en 1933, alors même qu'avant 1933, il n'est pas clair qu'il ait souhaité une prise de pouvoir des nazis, qu'il souhaitait plutôt au contraire un système présidentiel renforcé, alors qu'il est probable que politiquement son goût serait plutôt allé à un régime autoritaire catholique à la Dollfuss ou quelque chose comme ça, mais en 1933, il n'hésite pas à rejoindre le parti nazi et à tenter de devenir sans quoi il va moyennement réussir, le juriste du régime. Bon. Mais là, on voit le point, c'est-à-dire que justement, il y a chez Schmitt finalement un recodage de l'idée rousseauiste de volonté générale dans le thème d'une identité nationale qui se construit dans l'hostilité, c'est-à-dire dans le partage du eux et du nous, sachant que l'ennemi peut parfaitement être intérieur. Voilà, et donc il nous semble que dans les critiques des droits de l'homme, on voit circuler des arguments dont certains restent républicains en fait parce qu'ils ont une tonalité rousseauiste et finalement pourraient relever alors parfois de ce qu'on pourrait appeler une sorte de populisme des droits de l'homme qui n'est pas une impossibilité, qui d'autres fois reviennent comme c'était le cas chez Sieyès à une façon finalement de serrer le nœud ou d'identifier simplement droits de l'homme et souveraineté. Et donc il y a des versions, disons, il y a parfois des thèmes souverainistes qui restent encore républicains rousseauistes, mais en même temps, dans la circulation des arguments, ces arguments se mêlent avec des arguments qui ont une coloration beaucoup plus schmittienne. Hein. Il y a des textes de Debré dans lesquels Debré dit ce qui fait une communauté, c'est l'existence d'un ennemi. Ça n'est pas autre chose. Et donc voilà, je pense, voilà, c'est pourquoi nous avons pointé cette oscillation, parce que nous ne voudrions pas utiliser l'argument tout à fait facile et stigmatisant qui consisterait à dire vous êtes des schmittiens. Bon. En plus, comme Schmitt est devenu nazi en 1933, c'est un argument d'autant plus stigmatisant et c'est alors du coup d'autant plus injuste que le Schmitt auquel nous pensons est un Schmitt qui n'est pas encore nazi, mais qui est le théoricien d'une version nationaliste autoritaire de la démocratie. Donc d'une version de la démocratie qui est profondément hostile aux droits de l'homme. Alors, Justine Lacroix et moi, nous soutenons dans le livre qu'il n'y a pas de démocratie libérale, c'est-à-dire au sens où cette construction schmittienne est un leurre. C'est-à-dire que ce que Schmitt appelle la démocratie n'est pas la démocratie. C'est en réalité le régime de la souveraineté absolue repeint sous des couleurs démocratiques, mais la matrice fondamentale de la pensée schmittienne, elle est fournie par les grands contre-révolutionnaires Bonald et Mestre, auxquels Schmitt a ajouté quelque chose qui n'était pas du tout chez eux, qui est justement la définition de la politique par l'hostilité, parce qu'eux étaient des légitimistes traditionnels classiques qui pensaient que le but de la politique était la paix et le bien commun, et certainement pas la formation d'une identité dans une hostilité. Donc il ne s'agit pas de transformer tous les critiques des droits de l'homme en schmittiens, d'ailleurs il y a certainement parmi eux des rousseauistes sincères, mais de pointer le danger qu'il y a dans une interprétation réductrice finalement d'un argument républicain rousseauiste, d'un argument républicain qui finit par déconnecter la République des droits de l'homme et qui du coup ouvre la possibilité d'un glissement schmittien. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci beaucoup. Alors, je pose une dernière question repartant de là. Donc, on voit bien, vous écoutez
que voilà, on est là dans des débats qui peuvent être des débats assez théoriques, assez fouillés, assez intellectuels, bien que vous les expliquiez de la façon la plus claire possible. Mais je voudrais repartir du constat que vous faites dans l'introduction, qui est ce moment particulier. Alors pourquoi, alors qu'on voit reculer les droits, certains penseurs intellectuels continuent de nous expliquer que là est le danger, là est la menace, et qu'il est important de s'en prémunir. Alors, il me semble que vous concédez qu'il y a eu un moment dans les années 90, et on pense notamment aux figures de Tony Blair ou de Bill Clinton, où effectivement on était peut-être dans une espèce de complaisance euh, et d'une alliance de fait. Par exemple, je pense à un article, enfin, un livre de Nancy Fraser, et puis elle avait repris les mêmes idées dans un article qu'elle avait publié ici, où elle dit voilà, il y a une alliance de fait entre une certaine défense des droits des minorités et la dérégulation, le néolibéralisme, voilà. Mais on n'est plus du tout dans ce moment. On est dans le moment populiste de régression démocratique, un moment de grand péril politique, on pourrait dire, et pourtant, ces penseurs continuent de penser urgent et important de mener cette bataille contre les droits de l'homme. Mais en fait, je voulais vous interroger sur... voilà, est-ce que c'est juste une coïncidence malheureuse? Est-ce qu'ils sont juste à contretemps? Est-ce que c'est juste anachronique? Ou est-ce que c'est un peu plus grave que ça? Et est-ce qu'ils jouent aussi un rôle? Enfin, finalement, quel est le rôle que joue ce type de discours dans la dégradation des sociétés démocratiques à laquelle on assiste aujourd'hui? Et puis, comme c'est une réflexion un peu déprimante, donc sur la responsabilité des intellectuels dans ce qui nous arrive, en gros, je voudrais aussi la retourner dans l'autre sens, qui est quelle est notre responsabilité positive aujourd'hui, et où est-ce qu'on peut puiser des ressources dans la pensée des droits de l'homme, dans l'idée des droits de l'homme telle que vous la décrivez, telle que vous avez commencé par la décrire tout à l'heure, et je pense notamment à tout ce que vous dites dans la conclusion sur l'individualisme mal compris ou l'individualisme bien compris. Voilà. Et où est-ce que nous, on peut aller chercher des ressources dans cette pensée des droits de l'homme pour mener une bataille qui est importante et urgente. Enfin, je veux dire, on sent aussi, on est dans un moment où il y a un immense besoin de reconnaissance, une insécurité sociale évidente. Ça ne, ça n'est pas, ça doit pas fatalement basculer dans le nationalisme identitaire. Alors, où est-ce qu'on peut aller, voilà, chercher des ressources pour s'armer et mener la bataille des droits de l'homme? Alors c'est une question très difficile et très vaste dans ces deux aspects, aussi bien celle de la question de la responsabilité que la question des ressources. Alors, sur la question de la responsabilité, alors tout d'abord je ferai remarquer que quand on parle d'anachronisme pour les critiques des droits de l'homme, ce qui nous frappe, c'est plutôt que ces critiques des droits de l'homme obéissent à une sorte de principe d'inertie, si je peux me permettre. Je ne voudrais pas sonner trop polémique non plus, mais ce sont quand même des critiques qui finalement, intellectuellement, étaient au point déjà depuis plusieurs décennies. La critique des droits de l'homme que propose Marcel Gauchet, elle est intégralement présentée dans son article de 1980, Les droits de l'homme ne sont pas une politique. C'est donc une critique qui s'est définie et formulée il y a une quarantaine d'années. Alors, dans un contexte qui, à l'époque, la différence, c'est que le texte de 1980 rendait un son très autogestionnaire qui a disparu des textes plus tardifs de Marcel Gauchet. La critique de Régis Debray, par exemple, il l'avait formulée une première fois en des termes marxistes internationalistes à la fin des années 70 dans différents articles, et il l'a reprise en lui donnant une forme gaulliste protectionniste à la fin des années 80. Mais là aussi, enfin voilà, on a une matrice qui a été mise au point très très tôt, et bon, il en est de même à bien des égards pour Michéa, qui ne fait au fond que répéter la forme la plus plate de la vulgate marxiste, la plus plate, au plus loin de l'intelligence du texte de Marx lui-même. Bon. Donc ça serait mon point. Je pense qu'il y a un effet d'inertie, c'est-à-dire que des combats qui ont été menés sont répétés à l'identique sans que soit procédé à une analyse du changement
du champ politique et de l'état du rapport des forces. Ça, c'est certainement un point, ça c'est certainement un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y avait dans ces critiques qui sont à la fois, enfin, c'est comme toute pensée est à la fois un symptôme et une cause, les deux ensemble. Et nous aussi, je veux dire, nous ne pouvons pas nous abstraire de cela. Nous sommes à la fois des symptômes. Et nous ne maîtrisons pas toutes les causes qui nous mènent et nous produisons des effets que nous ne maîtrisons pas tous. Ce que visait cette critique et qui n'était pas complètement aveugle, ça a été certainement la façon dont, en particulier, je dirais, dans des pays où la social-démocratie avait une implantation assez forte. Et je vais l'entendre en sens général, c'est au sens où les convictions social-démocrates avaient fini par produire des effets de consensus, au point que même à droite, on avait aussi des convictions social-démocrates. Donc il est bien vrai que dans des pays où les convictions social-démocrates étaient assez fortes, les droits de l'homme ont pu servir de cheval de Troie du néolibéralisme. C'est-à-dire que c'est un point qui ne peut être que frappant. Et alors ici, il faudrait sans doute introduire une distinction entre néolibéralisme et ultralibéralisme. Mais enfin, c'est un point qui est assez frappant, qui est que finalement, la première vague, alors on ne va pas entrer dans les discussions sur néolibéralisme et ultralibéralisme, même s'il faudrait certainement le faire, mais la première vague qu'on peut dire néolibérale, alors en admettant qu'un néolibéral, finalement, qu'il soit partisan ou pas du retrait de l'État, qu'il soit partisan ou pas des dérégulations, parce qu'il y a des néolibéraux qui au contraire pensent que l'État doit énormément intervenir pour réaliser le programme néolibéral, on va dire qu'un néolibéral est quelqu'un qui se propose de faire en sorte que la société devienne une société d'entrepreneurs de soi. On va prendre ça comme définition. C'est peut-être à revoir ou provisoire, mais on va prendre ça comme définition en pensant à ce que disait Margaret Thatcher à la fin des années 70 dans le célèbre entretien où elle déclare « l'économie n'est qu'un moyen, le but est de changer les âmes ». Voilà, donc alors si on prend cette définition, on constate que les premiers acteurs de la vague néolibérale, Thatcher, Reagan, etc., ne sont pas du tout des militants des droits de l'homme. On ne peut pas dire que Pinochet les embête. Au contraire. On ne peut pas dire que l'apartheid en Afrique du Sud leur semble quelque chose qu'il faut abattre. Au contraire. Et donc il s'avère que finalement il y a aussi une sorte de limite de cette vague néolibérale-là, en particulier lorsqu'elle arrive en Europe continentale, mais c'est vrai aussi à bien des égards en Angleterre, où elle bute sur des traditions social-démocrates articulées aux droits de l'homme qui sont assez fortes. Bon. Et là, je pense que c'est là qu'on peut rejoindre les analyses de Nancy Fraser. Une certaine utilisation rhétorique des droits de l'homme a pu servir de couverture, de paravent, à la mise en œuvre de politiques néolibérales. Bon, puis tout ça, voilà, s'accompagnant également de la révolution managériale au même moment. Voilà. Donc on peut s'accompagner de politiques visant au désencastrement des individus, je ne dirais pas aux désaffiliations, terme beaucoup plus glissant et dangereux, mais au désencastrement des individus, comme le dit Castel, à la destruction des collectifs et à la production des individus en tant qu'entrepreneurs de soi. Alors je pense que certaines des critiques des droits de l'homme ont visé cela, mais ce que nous pensons, Justine et moi, c'est qu'ils ont mal visé, c'est-à-dire qu'ils l'ont visé de manière confuse et par exemple c'est frappant quand on lit Gaucher. Gaucher dit des choses très très justes dès 80, justement sur cette révolution managériale qui va venir. La seule question c'est pourquoi imputer ça aux droits de l'homme en fait, pourquoi ne pas simplement décrire les effets de ce qui est en train de se passer dans les techniques d'individualisation des ressources humaines par exemple. Voilà, enfin pourquoi ne pas en parler sous ce registre-là. Mais il y a quelque chose qui est incontestablement vu. Donc voilà, donc notre position consiste à dire, mais on manque l'enjeu si on prend ça sérieusement
pour des politiques des droits de l'homme, un peu comme la deuxième guerre du Golfe, si vous voulez. Enfin, qui va croire que Guantanamo relève d'une politique des droits de l'homme? Enfin, c'est pas possible. On ne peut pas dire ça. Donc là, je pense qu'on est face à des cas où il aurait fallu dire très clairement, on est confronté à des usages fortement idéologiques, pour le coup fortement instrumentaux des droits de l'homme, qui ne sont plus utilisés que comme un lexique, opérant une couverture. Alors, du coup, ce qui nous inquiète, Justine Lacroix et moi, c'est qu'on continue ces mêmes critiques. Alors qu'il est manifeste que les lignes ont complètement changé et que, on va dire, la plupart des forces économique. Alors bon, Justine ne dirait pas ça, mais moi je veux dire le capital, un peu brutalement. Mais Justine ne serait peut-être pas d'accord avec moi. Mais alors que ce type de force a manifestement considéré, est manifestement en train de considérer que les droits de l'homme sont une peau morte, qui ne sont plus à l'agenda. Il nous semble très étrange de continuer à attaquer les droits de l'homme. Donc, si vous voulez, on pourrait discuter pour savoir qu'est-ce que c'est que ces forces qui débordent et qui finalement ont des effets de déliaison sociale. Hein. Alors, on pourrait prendre une métaphore. Je me permets une métaphore. Tiens, on pourrait imaginer que nous sommes menacés d'une inondation. Alors après, on pourra discuter qu'est-ce qui menace de nous inonder. Est-ce que c'est l'individualisme? Bon, Justine et moi pensons que non, mais il y en a qui le pensent. Est-ce que c'est le consumérisme? Est-ce qu'il faut carrément dire c'est le capital? Est-ce qu'il faut dire c'est le néolibéralisme, etc. On pourra en discuter, mais il y a une force qui menace de nous inonder. Et puis on a une digue qui tient encore. Il y a des digues qui sont en train de tomber. Hein. L'école, est dans un sale état. L'état social se troue. Bon, il y a des digues qui sont en train de tomber. Puis, mais il y a une digue qui tenait encore, mais qui commence à être trouée. On introduit l'état d'urgence dans le droit commun, etc., qui est celle des droits de l'homme. Et ceux qui critiquent les droits de l'homme nous font l'effet de gens qui nous diraient, écoutez, pour empêcher la marée de déborder, on va abattre la digue. Ça ne nous semble pas une très bonne idée d'abattre la digue pour empêcher les flots de déborder. Voilà. Alors maintenant, quelles sont les ressources? C'est là qu'on ne veut pas, disons, faire comme si les droits de l'homme étaient la clé de toutes les difficultés. Parce que si maintenant on pose la question des ressources, je pense que c'est là que nous allons devoir peut-être entrer dans des divisions politiques. Et par exemple, nous allons devoir poser la question sociale. Et nous allons devoir poser la question de savoir quelles sont les bonnes politiques d'intégration sociale ou de justice sociale qui pourraient servir de ressources pour mettre en œuvre le sens politique des droits de l'homme. Donc je ne vais pas forcément, si vous voulez, m'avancer sur ce terrain-là. Je pense que là, en l'occurrence, il va falloir admettre que les ressources ne sont peut-être pas dans les droits de l'homme. Là, nous allons devoir aller interroger les sociologues, les économistes, nous allons devoir discuter de l'école, nous allons devoir discuter de la façon dont nous protégeons le commun, dont nous produisons le commun par des pratiques collectives. Voilà. Si vous voulez, c'est là que la formule de Lefort, les droits de l'homme sont la condition nécessaire, quoique non suffisante, d'un monde habitable par tous, nous semble tout à fait excellente. Ce qui était, je crois, le titre qu'on avait donné à votre article dans le numéro sur Lefort, un monde habitable par tous. Ça donnait suffisamment envie. Mais merci beaucoup, Jean-Yves Pranchère.